Bonjour ou bon après-midi. Bienvenue à la série des webinaires Boost. C et YAC, Centre d'appui aux enfants. Je m'appelle Cassidy Wallace, récemment Beaner. Et moi, je vais présenter le webinaire aujourd'hui, mais avant de commencer la séance, il n'y a que quelques points administratifs. Pour les participants qui écoutent en français, cliquez sur fleur en bas à gauche de l'écran et cliquez sur le mot French. Pour voir et suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot Presentation en haut à gauche de l'écran pour suivre la présentation en français. Téléchargez la version en français de la présentation en cliquant sur le mot Documents à droite. N'hésitez pas à télécharger la présentation dans les deux langues. Il y aura une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Pour poser vos questions, veuillez consulter la barre à outils à droite, cliquez sur Messages et Participants et écrivez votre question. Vous pouvez soumettre votre question à tout moment, mais notez que je ne vais pas regarder vos questions jusqu'à la fin lorsque nous faisons les questions et réponses. Et si vous regardez ce webinaire dans un groupe, je vous en prie d'inclure la quantité. Bon, alors je vais commencer. Je suis un étudiant en doctorat à l'Université de Colombie-Britannique au Okanagan. Aujourd'hui, nous allons discuter de ma thèse, des résultats et de la façon dont ils peuvent être appliqués au entretien avec les enfants pour obtenir des divulgations plus rapides. Bon, je voudrais aussi reconnaître que je n'apporte qu'une petite perspective et je réalise que vous tous qui êtes présents ici, vous avez beaucoup d'expérience et expertise dans le domaine, mais j'espère qu'en partant d'ici aujourd'hui, je pourrai au moins fournir une approche plus informée des entretiens avec les enfants de l'obtention de divulgation formelle en temps opportune. Alors, tout d'abord, je voudrais reconnaître euh, le Centre d'appui aux enfants de Kelowna et la GRC de Kelowna. Et je voudrais saluer tous les travailleurs de première ligne pour leur service formidable à la communauté. Je voudrais reconnaître le comité, le docteur Michael Woodworth, le docteur Zach Walsh et le docteur Paul Davies. Alors aujourd'hui, nous allons commencer. Nous allons parler pourquoi la divulgation est tellement importante. Je vais parler aussi des fondements théoriques, la conception de l'étude et finalement les résultats et leur application et comment nous pouvons appliquer cela aux travailleurs de première ligne et au centre d'appui aux enfants et finalement quelque chose à retenir. Alors, il y a un taux global de 12% des individus qui ont éprouvé l'abus, c'est-à-dire la maltraitance pendant leur enfance. Et nous savons que c'est tellement difficile. Mais pour avoir une condamnation ou pour empêcher le contact, il y a besoin il y a besoin d'une condamnation, mais ça peut être difficile parce que les enfants, ils font face à plusieurs obstacles pour faire le signalement, pour rapporter. Et des délais plus longs entraînent des taux de condamnation plus faibles et des symptômes psychologiques plus importants. Alors, nous allons parler, nous avons vu que les obstacles qui existent vraiment sont un problème parce que il faut, c'est-à-dire, les enfants peuvent nier les allégations. Il peut empêcher de divulguer, même pendant les entrevues, et ça, c'est aux causes des obstacles, par exemple la peur, manque de soutien ou de compréhension, ou parfois la gêne. En fait, un enfant sur cinq des enfants qui ont éprouvé la maltraitance ne divulgue pas
pas avant l'âge adulte? Oh, rien. Et au niveau d'une divulgation officielle, ça c'est un rapport officiel fait à un travailleur qui fait une enquête au niveau des allégations d'abus sexuels. Alors, la non-divulgation a entraîné très conséquences. D'abord, les problèmes de santé mentale, détresse émotionnelle. Et il y a aussi une faute de avoir un soutien adéquat. Mais aussi, il y a le problème que il y a la rétraction, par exemple, cela peut entraîner les difficultés. Et deuxièmement, la non-divulgation, le retard de la divulgation, ça peut entraîner la perte des preuves importantes. Par exemple, un examen médical, il s'est recommandé de faire ça pendant les prochaines 72 heures après l'incident. Et troisièmement, les agresseurs, il y a, i- peut-être ils ne vont pas mettre comme les responsables. Et la manque de divulgation peut entraîner les difficultés. Alors, c'est vraiment impératif d'étudier les facteurs qui aggravent ou atténuent les délais de la divulgation au niveau des enquêtes de abus sexuels. Alors, Brennan et McCalvary, ils voulaient examiner les antécédents en matière de divulgation en faisant une méta-analyse. Ils ont vu deux thèmes principaux. D'abord, il y a le besoin de divulguer. Ce sont les facteurs intrapersonnels, la réalisation, la détresse émotionnelle et le besoin que quelque chose se fait. Et peut-être les enfants ne reconnaissent pas les actes d'abus comme abus. Ça peut être un facteur développemental ou une relation complexe entre l'agresseur et l'enfant. En plus, partie de la manipulation psychologique peut entraîner à la confusion, ce qui est normal ou ce qui est approprié, surtout quand l'abus commence à un âge précoce. Alors, il y a aussi le développement de langue le développement général pour comprendre ce qui est l'abus. Il y a aussi l'inébalité de faire face au taux, au fardeau émotionnel. L'enfant peut être triste ou ça peut entraîner à la tristesse, violence physique. Cela peut arriver pendant les heures, même pendant les années. Et finalement, le dernier facteur, c'est le besoin. Le besoin de faire quelque chose ou que quelque chose soit fait pour se protéger à eux ou pour protéger aux autres enfants. Alors, cela peut déclencher l'enfant de divulguer au lieu euh, de vivre plus d'abus. Alors, le deuxième thème, c'est l'opportunité ou l'occasion de divulguer. Et ce sont les facteurs interpersonnels divulgués. Ça dépend de l'accès à une personne de confiance et s'attendre que la personne va croire l'enfant. Alors, les individus de confiance, ce sont la famille, les entraîneurs de sport, les enseignants. Et ils peuvent faire un signalement d'abus de part de l'enfant, mais comme ça, avoir l'accès est important pour empêcher l'abus à l'avenir. Alors, les deux
thème besoin de divulguer et l'occasion de divulguer, ce sont les points qui se rejoignent. Parce qu'il y a la tâche pour il y a la situation où les aidants ne savent pas comment aborder le thème avec leur enfant. Alors, les thèmes montrent ce que McGalvany et ses collègues ont parlé, l'effet de pression, parce que la décision de divulgation dépend des pressions internes et les facteurs à l'extérieur. Alors, les caractéristiques ou les facteurs qui influent sur la divulgation peuvent avoir un effet. Les caractéristiques de l'enfant, l'âge, pour comprendre la maltraitance et pour comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est correct. Par exemple, le sexe, le genre, par exemple, peut avoir un effet et l'abus fréquent peut affecter le besoin de faire quelque chose. Et au niveau de l'opportunité pour raconter s'il y a une relation, cela peut empêcher la confiance en un adulte ou une personne de confiance. Bien sûr, tout cela peut être atténué par l'appui d'une aidante, d'une aidante de confiance, c'est-à-dire une aidante qui n'est pas un agresseur. Alors, les enfants, ils peuvent prédire comment l'aidant va répondre même avant de divulguer. S'il attend une réponse d'appui, ils vont le faire, mais s'il attend une réponse qui ne va pas leur fournir d'appui, c'est probable ou c'est possible, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas divulguer. Bon, il y a quelques bouts de l'étude actuelle. D'abord, il faut examiner les obstacles auxquels les enfants sont confrontés lorsqu'ils signalent des expériences d'abus sexuels. Deuxièmement, étudier les effets uniques des caractéristiques de l'enfant et de la maltraitance sur les délais de divulgation. Et finalement, le dernier but, c'était analyser le rôle de soutien de l'aidant non agresseur sur les délais de divulgation. Alors, au niveau de la conception, d'abord, il fallait euh, j'ai dû passer par une autorisation de sécurité accordée par, par la GRC. Après, les employés, ils m'ont montré quelques fichiers que je pouvais sélectionner. Alors, moi, je me suis rendu compte des dates, par exemple, les détails de l'investigation, les caractéristiques de la maltraitance et de l'enfant et finalement soutien des dons non agresseurs. Alors, il y avait tout un codage de fichiers dans un ordinateur, tout protégé, et nous avons regardé tout type de corrélation et nous avons fait une analyse statistique pour le modèle de régression multivariée de Cox. Et comme les fichiers étaient tellement sensibles, je faisais le codage pendant 3 heures par jour. Mais le codage, ça a eu un taux émotionnel. Et cela m'a montré toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés par vos travaux de tous les jours. Alors, au niveau de participants, nous avons enlevé 278 cas dans les fichiers. Il était choisi au moins d'avoir un incident d'abus entre 2008 et 2017. Le dossier était fermé et c'est-à-dire que l'enquête était terminée.
Alors, après, il y avait quelques cas qui étaient exclus si on n'a pas pu mesurer l'appui des dents. Et nous avons bon, il y avait aussi l'agression entre les enfants et entre les adultes et les enfants, parce qu'il y avait les caractéristiques au niveau d'âge et caractéristiques au moment de première abus. Et il y avait aussi un lien à une condamnation ou pas. Et puis, nous avons choisi finalement 164 cas. Alors, tout d'abord, j'ai examiné les caractéristiques des données. Alors, des 278 cas, 23 23 de ces cas ont donné lieu à une condamnation. Alors, nous avons attendu voir plus de condamnation s'il y avait une divulgation plus rapide. Alors, le durée moyen, c'était de 503 jours et le délai moyen de divulgation était 1227 jours et le taux de refus était de 4% et le taux de rétraction de 2 personnes. Et finalement, le taux de divulgation complexe était dans 78 cas. Alors, notre analyse était l'analyse de la régression multivariée de Cox. Alors, ce que cela dit, que au début, tous les différents variables, il y a un effet s'il y a un délai. Ici, où vont les cas impacter? L'âge, genre, niveau d'appui ont entraîné une probabilité plus haute de divulgation de l'abus. Avec chaque année ou chaque comportement de soutien, le plus probable que l'enfant allait rapporter plus rapidement. Les filles sont plus probables plus rapides et plus probables de rapporter comparé aux garçons. Et nous avons vu que s'il y a une relation entre l'abuseur et la victime, il y a moins de possibilités que l'enfant allait signaler ou rapporter l'abus. Alors, nous allons parler de chaque facteur et comment les conclusions que nous avons trouvées puissent être appliquées à votre travail. Alors, l'âge est un déterminant important au niveau de rappel, habilité de décrire les incidents. Si l'enfant est plus jeune, et c'est plus probable qu'il ait des difficultés aux cause des limites de développement et de la cognition. Peut-être ils ne peuvent pas même pas décrire l'abus ou peut-être ils ne se rendent compte pas que ça c'est l'abus. Alors, par exemple, si l'agresseur dit ah, c'est un jeu, alors c'est pas étonnant que les enfants, si ils vont faire une divulgation, ça va être une divulgation accidentale et le taux de divulgation va être plus bas. De l'autre côté, les enfants ou les jeunes entre 12 à 16 ans, ils comprennent et ils ont une conscience des conséquences. Mais comme il comprend ce qui est correct, ce qui est incorrect et les normes sociaux, ils peuvent ressentir un sentiment de honte, de responsabilité aussi. Ils ont peur des conséquences négatives de la divulgation sur eux et sur les membres de leur famille. Et les personnes
souvent, ils blâment les adolescents. Alors, comme j'ai identifié avant que les délais, pardon, plus l'enfant grandit, plus les délais de divulgation diminuent. Et le tranche d'âge plus jeune présente les délais les plus longs et le tranche d'âge plus âgé présente les délais les plus courts. À l'âge 1 à 16 était souvent, c'est-à-dire l'agresseur était un membre de la famille, c'était intrafamilial dans 67 des cas. Et l'agresseur est les dons principaux dans 33% des cas. Euh, mais dans quelques autres cas, il y a les voisins, les amis. Dans les cas comme ceci, il y a moins de conséquences à la famille. Alors pour cela, il y a le temps de divulgation est moins long. Alors, la raison pour le délai, l'inhabilité de communiquer, ça entraîne des incapacités de communiquer. Moi, d'abord, l'inhabilité des enfants de communiquer l'abus, ça c'est un facteur. Et on peut. Alors, nous avons fait toutes les analyses deux fois. D'abord avec tous les âges et deuxièmement, on enlevait le tranchage de 1 à 4 ans. Alors, les conclusions sont significantes et ça nous raconte qu'il y a quelque chose au-delà de la limitation développementale qui a un impact sur les enfants plus jeunes pour divulguer. Deuxièmement, les enfants jeunes ne peuvent pas comprendre que l'abus est quelque chose d'incorrect. Troisièmement, pour le délai, peut être la relation entre la victime et l'agresseur. Il y a une rupture de confiance. Et quand on parle de la relation et l'impact sur la divulgation est un facteur qu'on va discuter après. Quatrième, il y a moins d'occasions de divulguer. Alors, c'est moins probable à divulguer l'opportunité à un enseignant, parent, un travailleur à la garderie. Alors, il y a la capacité de relater les événements avec précision est une autre raison. Et nous avons vu ça quand, par exemple, dans l'urgence, il y a les blessures les professionnels peuvent voir. Il y a aussi un risque augmenté de ne pas divulguer, de ne pas rapporter s'il y a moins accès aux adultes de confiance. Et finalement, les enfants plus âgés, ils peuvent plus facilement rapporter les événements d'abus à la police. Il y avait plusieurs difficultés identifiées de mener les entrevues d'enquête avec les enfants, en dépendant de leur âge. Parce qu'il peut être les différentes stratégies pour, euh, pour, pour avoir une relation, mais avec un enfant plus jeune, les choses que vous allez dire vont être différentes comparé quand vous parlez avec un adolescent. Alors, pour l'âge préscolaire, les plupart des difficultés sont les difficultés verbales, pas suffisant de mémoire. euh, et deuxièmement, les facteurs liés à l'entretien pour ne pas poser une question
indique la réponse. Il y a aussi les critères de crédibilité. Il peut faire quelques ajustements pour les enfants de l'âge préscolaire. Par exemple, une langue plus facile, les mots plus courts. Il parle en parlant lentement et en posant une question à la fois. Alors, ils peuvent raccourcir le temps de l'entrevue. Alors, par exemple, le narratif peut être plus court. Il y a une autre stratégie de faire l'entrevue plus court aussi. Alors, pour les enfants entre 7 ans et 12 ans, parfois, ou ce qui est commun, ce sont les obstacles à la divulgation et les autres facteurs liés à l'entretien. Alors, ça, c'est plus facile parce que selon quelques intervenants, parce qu'ils sont un peu plus âgés, mais comme il y a la reconnaissance des conséquences lentes, la culpabilité, ça peut leur affecter. Mais les résultats positifs peuvent être bénéfiques parce que il y a peut-être le fait qu'ils ont quelques expériences reliées à cela. Troisièmement, pour les adolescents entre 13 à 17 ans, il veut éviter les thèmes dans lesquels ils ont honte. Ils peuvent être préoccupés ce que les autres vont y penser. Ils ne veulent pas passer pour tout le processus euh, juridique. Ils peuvent montrer la léalté. Ils peuvent vouloir protéger l'agresseur. Alors, il faut vraiment avoir une relation de confiance pour qu'ils puissent divulguer. Aussi, les adolescents, ils ont développé leur propre langue et ça peut être tellement difficile de comprendre leur argot. Par exemple, en 2020, si un adolescent a dit si tu as zero chill, par exemple, ça c'est un argot en anglais, mais tout au début, quand les enquêteurs disent quelque chose, ils peuvent dire qu'il faut clarifier quand il y a un argot, un mot qui n'est pas compris. Alors au niveau de genre, les garçons, ils divulguent moins que les filles. Même s'il éprouve un taux qui est assez relevant parce que il y a les mythes associés, comprennent les craintes suivantes. Par exemple, ils peuvent être équité comme gay, le stigma, ou aussi les différents euh, types euh, de stigma justement qui peuvent affecter les hommes. Et cela peut être, ce garçon peut être interprété comme ils sont vraiment faibles s'ils vont divulguer quelque chose comme ça. Évidemment, ça c'est pas comme ça, mais l'idée que les hommes doivent être forts, alors ça c'est quelque chose qui existe. Et finalement, il y a la peur qu'ils vont perpétuer le cycle de maltraitance contre leurs propres enfants, même si très peu qui ont éprouvé ce type d'abus vont le faire. Alors c'est que représenté dans certains groupes. Pas tout le monde qui reçoit l'abus, mais les personnes qui font l'abus sexuel, c'est probable qu'ils ont reçu l'abus quand ils étaient des enfants. Il peut avoir un sens d'embarras et de honte qui affecte la possibilité de divulgation. Alors pour les genres, nous avons eu très peu de mal nous avons eu les femmes, nous avons eu 148 comparé à 16 hommes. Alors,
Mais il y avait un délai de divulgation 2 fois plus fort. Et les garçons, ils ont éprouvé la première expérience d'abus à un âge plus jeune. Et la fréquence élevée d'abus peut entraîner le délai. Plus la divulgation est retardée, plus de temps il y a pour faire l'abus et plus de possibilités qu'ils ne vont pas divulguer après chaque incident. C'est important de noter que généralement, les garçons, ils reçoivent moins de réactions par les aidants non abusifs comparés aux filles. Alors, ça peut être un bénéfice de éliminer les différentes applications euh, qui peuvent affecter les garçons, c'est-à-dire s'il y a une réaction de non juger et de ne pas minimiser, c'est plus probable. Ça peut encourager plus de divulgation qui ils peuvent être plus francs quand ils sont en train de divulguer et peut-être même un rapport formel. Deuxièmement, nos conclusions montrent que ça peut être bénéfique de corriger les mythes liés au genre et pour rassurer le genre. Bon, il faut avoir une différence. euh, il faut avoir un changement des attitudes sociales. Alors, dans la communauté, dans l'éducation au système scolaire est important pour augmenter la probabilité qu'une fille ou un garçon va rapporter euh, l'abus, mais plusieurs écoles peuvent être peu disposées de parler aux enfants des programmes sur l'abus sexuel, mais il y a les manières indirectes comme les messages d'intérêt public pour montrer qu'ils ne sont pas les seuls enfants et ça peut aider par les modèles masculins de survivants si ces personnes font une déclaration avec un rapport, par exemple. Et quand les autres font un rapport, ça encourage les autres qui ont éprouvé les situations similaires de se présenter. Alors, les facteurs liés à l'abus pour affecter le taux de divulgation, par exemple la gravité et la fréquence de l'abus. Alors ce facteur a été contesté parce qu'il y a il y a deux situations ici. Et dans la recherche, les enfants, c'est-à-dire plus l'abus est grave, plus le taux de divulgation est élevé. Et la gravité peut être un abus plus fréquent dans un incident unique, mais ça peut être quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, il peut avoir plus de conséquences pour les enfants et le besoin de protection est tellement important. Et deuxièmement, la divulgation peut être inévitable aux causes de la gravité de plus d'abus. Mais dans la deuxième situation et en ligne avec les autres recherches, les enfants qui ont reçu plus abus, euh, plus l'abus est grave, plus le taux de divulgation est faible, parce que il y a ce sentiment ou une augmentation des sentiments de honte et crainte de réaction. Alors, il y a une stratégie de ne pas divulguer.
Et ça, c'est une stratégie pour faire face à la situation et surtout une stratégie de apaisement. Alors, ce que nous avons vu, que lorsque l'abus devient plus grave, les délais de divulgation se prolongent. Par exemple, surtout dans l'exploitation, cela entraîne un délai qui est au-delà de 15 ans, même s'il y a ces conséquences, il n'y avait pas une réduction de divulgation. La peur de, c'était pas, n'a pas entraîné un délai, mais non divulgation. Et la fréquence, au fur et à mesure que les cas d'abus se multiplient, les délais de divulgation augmentent. Et ça peut être lié aux problèmes santé mentale pendant l'âge adulte. Alors, il y a quelques comportements, par exemple, d'évitement. S'il y a plusieurs formes d'abus, maltraitance mentale, psychologique, physique et l'abus sexuel, ça peut entraîner à moins de divulgation. Alors, si il y a une évaluation correcte plus tout au début, et ça peut entraîner un soutien plus approprié. Alors, comme j'ai déjà dit, la fréquence affecte la divulgation. Plus d'incidences d'abus, plus de délais existent. Alors, pensez pendant juste un moment une situation où vous pouvez prendre qu'un enfant est en train de recevoir les différents types de maltraitance et abus. Dans notre étude, nous avons trouvé quand les enfants sont plus jeunes, typiquement, ils reçoivent plus d'incidents de maltraitance que quand ils sont des adolescents. Quand l'agresseur a une relation plus proche, c'est plus probable qu'il y avait plusieurs incidents d'abus. Alors d'abord, c'est important de savoir que euh, il y a un lien fort entre la fréquence et le délai. Plus de temps qu'il n'y a pas de rapport de l'abus, plus d'opportunités que l'agresseur va avoir pour faire l'abus encore une fois. Il peut y avoir les différentes stratégies par l'abuseur, par l'agresseur, c'est-à-dire de manipulation psychologique contre l'enfant et pour assurer que l'enfant veut maintenir l'abus comme secret. Parfois, il utilise l'agression, les menaces, la peur. Par exemple, dans une étude, l'agresseur a menacé euh, de faire la maltraitance contre leurs sœurs et frères. Alors, nous avons déjà vu qu'il y a une relation entre l'âge et la relation de l'agresseur. Alors, dans cette section, pour contre l'âge, il faut que les enfants aient le contact avec les autres adultes sécuritaires pour qu'ils puissent faire un signalement, pour qu'ils puissent rapporter l'abus. Deuxièmement, quand on éduque les parents, quand on enseigne les parents comment reconnaître l'abus, comme ça, on peut montrer ou éduquer les aidants non agresseurs comment ils peuvent reconnaître l'abus pour l'identifier plus tôt. Bien sûr, la relation avec l'agresseur est liée au rôle de l'agresseur dans la vie de l'enfant.
parce que l'agression est souvent connue de la victime. C'est peu probable que cela va arriver avec un inconnu. Alors, comme j'ai dit, c'est souvent, les agresseurs sont souvent connus. Alors, nous pouvons tous penser dans une situation quand nous nous sommes laissés porter par la situation, quand ton meilleur ami a volé quelque chose. Alors, ce sentiment de mal à l'aise, est-ce qu'il faut rapporter à un adulte ou pas? Ou peut-être tu as peur de perdre l'amitié avec cet ami. Bon, même si la situation n'est pas la même situation de l'abus, ça peut nous donner un sentiment que les enfants se sentent quand ils prennent la décision de divulguer ou pas. Alors, nous avons vu que plus la relation est directe, plus les délais de divulgation augmentent. Parce que les inconnus, ils, ils font l'abus à 8% du temps. Alors, la probabilité d'avoir un contact avec un inconnu est plus grand quand un enfant est plus âgé. Et ces constatations, ces conclusions démontrent les défis que les agences, auxquels les agences sont confrontées pour recevoir cela, surtout quand l'abus est fait par une aidant principale, surtout dans 82 des cas. Quand il y a un abus entre un adulte intrafamilial avec une proche, un intrafamilial, c'est plus fréquent. Et ça, c'est en ligne avec les autres données. 80% des aidants principaux ont fait plus d'un incident et dans 60% des cas, il y a eu au moins 10 incidents. Alors, pour rapporter un membre de la famille comme agresseur peut entraîner les conséquences sérieuses pour la famille. Par exemple, perte de revenus ou enlever l'enfant de la maison. Pour les enfants plus grands, ils font la décision, euh, ils prennent beaucoup de cela prend beaucoup de temps et alors les travailleurs de première ligne doivent convaincre et parler, utiliser leurs possibilités pour parler à l'enfant, l'adolescent ou l'enfant plus grand pour divulguer. Si l'enfant est peu disposé à faire confiance aux adultes, peut-être ils vont pas à faire une divulgation complète. Euh, La relation initiale de créer le rapport est tellement important. L'établissement de rapport peut faire la différence parce que les aidants doivent être encouragés de répondre aux préoccupations des enfants tous les jours. Comme ça, si quelque chose arrive, les enfants peuvent recevoir une bonne réponse de leur aidante. Quand l'aidante est l'agresseur, l'idée d'amour va sortir pendant les entrevues. Les enfants peuvent dire, ah, c'était l'amour. Et les agresseurs
peuvent rationaliser leur propre comportement en disant ça c'est l'amour ou l'amour peut faire que l'enfant va défendre l'agresseur et en ignorer ce facteur, ça peut entraîner une rétraction du rapport. Alors, il faut faire face à cet enjeu de ne pas juste et- a- aparter cela. Alors, si les dons et l'agresseur, c'est difficile, mais quand les dons non agresseurs, ils peuvent aider à la divulgation. Alors, encore une fois, si la maltraitance est par une familiale, c'est-à-dire il y a maltraitance intrafamiliale, il y a plus de conséquences pour la famille et cela peut affecter le soutien auquel il fournit à l'enfant. Ça doit être quelque chose qui est donné. Ça peut être difficile pour les dons de de croire que l'abus est arrivé. Ça peut être difficile. Il peut avoir un niveau d'incrédulité. Initialement, comment ça peut arriver avec une proche? euh, et nous avons vu ça dans 14% des cas. Et les enfants, ils expriment que la divulgation va déranger leurs parents et la divulgation peut contrarier les parents. Et la perception positive du lien parental fait augmenter les taux de divulgation et aussi les pronostics dits positifs. Et l'appui par par le parent non agressif peut aider même les garçons. Alors pensez-vous un moment aux familles avec lesquelles vous travaillez. Quel est un aidant qui fournit l'appui? Comment il peut vous fournir ce soutien? Pour moi, par exemple, je considère croire à eux. Quand, le fait d'attendre d'être cru, peut-être obtenir les ressources pour aider l'enfant, coopération avec les enquêtes. Et s'il blâme l'enfant, cela ne serait pas une manière de soutenir l'enfant. Alors, si l'aidant est l'agresseur, c'est compliqué. Mais avec les aidants non agressifs, et il y a plus de soutien, plus les délais de divulgation diminuent. Les autres variables, peut-être l'enfant est en risque de ne pas divulguer parce que c'est-à-dire le soutien de l'aidant non agresseur peuvent être un facteur de protection parce que nous avons vu dans les entrevues d'entre les différents membres, par exemple, de la GRC, mais il peut avoir quelques préjugés dans les entrevues avec certains aidants, parce que, par exemple, l'enfant peut être enlevé de la maison, mais coopérer avec une investigation, une enquête peut aider, même si les comportements, même si cela peut être quelque chose
curieux. Ça peut être comme une hypothèse qui il y a les gens qui veulent l'aider et c'est encourageant. Plus de moitié de 50% ont montré uniquement des comportements de soutien. Et ça, c'est une plus élevée comparé avec les autres aidants parce que les aidants non agressifs, non agresseurs peuvent aider parce que sinon, il peut avoir le fait de incrédulité qui peut affecter tout. Comme les soutiens des aidants est vraiment important, ça c'est une rationale pour prendre une approche plus holistique, pour fournir l'appui à ceux qui vont leur soutenir aussi. Les centres d'appui aux enfants, les enquêteurs peuvent aider pour fournir du soutien avec les parents avant et après la divulgation en fournissant les ressources dans la communauté. Cela aide la possibilité de croire à la divulgation. Quand parlons de la sexualité avec les enfants, ça peut être difficile pour quelques aidants, mais cela doit être encouragé parce qu'ils jouent un rôle important avec les divulgations. Plusieurs parents dans l'étude actuelle ont dit ils ont trop honte, ils ne savaient pas aborder le thème avec leur enfant. Mais l'éducation sur les manières pour parler de thèmes sont vraiment bénéfiques. Les parents peuvent être enseignés que certains comportements peuvent augmenter euh, la vitesse à laquelle il y a la divulgation. Il faut croire l'enfant par leur action, par leur déclaration et l'autre forme de soutien inclut inhiber le contact avec l'agresseur, l'obtention des ressources, par exemple en faisant un rapport formal, coopérer avec les enquêtes pour montrer la sérieuxde la situation et faire attention de ne pas blâmer l'enfant pour l'abus. Par exemple, un parent a déclaré si l'enfant n'aurait pas se comporté d'une certaine manière, cela n'aurait pas arrivé. Alors il faut communiquer les messages au public directement aux aidants, aux parents pour communiquer l'importance de croire l'enfant qui fait une divulgation. Les autres agences peuvent aider les enfants qui ont reçu l'abus. C'est tellement approprié que les centres d'appui aux enfants prennent cette approche holistique pour fournir l'appui aux enfants et aux leurs familles. Le CIA le CYAC pour fournir l'aide de certaines manières. D'abord, d'avoir les spécialistes qui travaillent avec les aidants et les enfants qui ont éprouvé l'abus sexuel. Et il y a toute une rationale pour cela. Alors, juste pour terminer, je voudrais vous laisser quelque chose à retenir, les points clés. D'abord, les facteurs importants, les délais de divulgation dépendent des caractéristiques de la maltraitance et de l'enfant. Alors, il faut comprendre les différents facteurs pour comprendre la vitesse de la divulgation. Ils ont trouvé qu'il y a un impact par l'enfant et les caractéristiques d'abus. Quand l'enfant est plus jeune, par exemple, de sexe masculin, font l'objet de services graves ou fréquents de la part d'une proche parent, moins ils sont de soutien, plus le délai est long.
tandis que le soutien d'aidants non agresseurs est un facteur de protection et augmenter la vitesse de faire la divulgation est essentiel pour ne pas perdre les preuves et les ressources peuvent être acquis et l'agresseur peut être mis comme responsable. Alors, on peut identifier un agresseur dangereux pour empêcher l'abus vers les autres enfants, ou la réponse des autres individus est important pour, comme un facteur de conclusion. euh, Parce que l'appui peut être tellement important. Mais le soutien des dons non graisseux est un facteur de protection, mais il n'y a pas une proche uniforme, une approche unique pour tous. Mais ça dépend de l'enfant quand l'enfant fait une déclaration. Quand les enquêteurs essaient d'obtenir la divulgation d'abus sexuels, ils peuvent utiliser les conclusions de l'étude actuelle pour enlever les obstacles que l'enfant peut vivre. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour euh, votre attention. J'ai laissé mon courriel. Si jamais vous avez des questions, il nous reste 5 minutes pour répondre à vos questions. Encore une fois, vous pouvez afficher vos questions dans les messages, dans l'outil des messages au clavardage à la droite de votre écran. Bon, je vais afficher mon courriel ici et partager cela avec vous encore une fois. Bon, j'ai reçu quelques commentaires par courriel, c'est-à-dire, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est formidable de voir que vous avez bien aimé le webinaire. Merci à tous. Ah, nous avons une question. On ne sait pas qui est l'agresseur, mais c'est quelqu'un qui est proche à l'enfant. Quelles sont les phrases que nous pouvons dire pour montrer à l'enfant que nous allons fournir du soutien? Je ne peux pas vous dire les phrases exactes comme parce que chaque enfant est différent, dépendant de l'âge, vous pouvez dire les choses différentes. Ça dépend si c'est un garçon, une fille. Alors, je pense qu'il faut continuellement montrer les résultats positifs de faire une divulgation formelle, que, que tu es là pour leur soutenir euh, et montrer l'appui peut les aider et cela peut entraîner une divulgation à l'avenir qui est l'agresseur. J'espère que j'ai répondu à votre question. J'ai une autre question de conseil scolaire. Si j'ai quelques... ça, c'est pour les conseils.
accès scolaire. Nous savons que les écoles aiment s'éloigner de ce sujet, mais je pense qu'il faut plus de recherche au système scolaire au niveau des divulgations initiales quand cela arrive euh, aux enseignantes, parce que ce sont les adultes de confiance dans la vie et même pendant la pandémie, ça peut être le seul adulte qui a eu un contact avec l'enfant par Zoom ou pas par Zoom. Alors, les chercheurs doivent encourager les écoles à considérer ces enjeux, actualiser leur formation et s'ils sont d'accord, mener de la recherche pour en savoir plus. Je suis d'accord, il y a un commentaire sur l'aspect culturel de la non-divulgation. C'est une considération pour la recherche à l'avenir parce que cela va avoir un impact assez haut si l'enfant va ou va divulguer ou pas. Et c'est un point excellent. Il nous reste une minute. Je pourrais répondre à vos questions par courriel et je peux fournir une réponse plus éclairée ou plus grande par courriel. Merci.